Salut, la cascade tant attendue, on va peindre ensemble ce motif. J'ai quasiment pas fait de coupe pour que tu suives tout bien. Pour cette cascade, on va travailler par grandes zones. La méthode, c'est de humidifier la zone que tu veux travailler et ensuite de commencer ta première couche dans l'humide. Je vais travailler chaque zone de cette façon. D'abord une couche dans l'humide. Ensuite, je vais rajouter autant de choses que nécessaire dans cette couche et seulement à la fin, je vais renverser les contrastes. Alors soyons clairs, tu vas pas me voir faire une zone jusqu'à la fin seulement et ensuite passer à l'autre zone. Je vais d'abord travailler une zone dans l'humide, ensuite je la laisse sécher et je m'occupe d'une autre zone. Quand je dis je la laisse sécher, ça peut être juste je laisse l'eau s'imprégner pour pouvoir éventuellement continuer à travailler sur une surface fraîche. Pendant ce temps, je travaille une autre zone et j'avance de l'étape 1 à 2, plusieurs zones jusqu'à passer à l'étape 3. Comme ça, j'ai à peu près toutes les zones qui sont dans la même étape au même moment et ça me permet de garder une vue d'ensemble. Cette stratégie me permet de me faciliter la vie, c'est pas la seule qui existe. Si je fais comme ça, c'est que j'ai envie de te montrer des choses faisables, mais les plus grands masters, les maîtres qui travaillent très vite, ils vont plutôt avoir tendance à humidifier l'ensemble et travailler dans le mouillé l'ensemble. Après seulement, ils reviennent sur chaque zone à la fois pour pouvoir travailler par exemple du crémeux dans l'humide un peu partout. Ça nécessite de travailler très très vite, de savoir mélanger tes couleurs très très vite, mais l'avantage c'est que tu vois justement cette vue d'ensemble, tu as cette vue d'ensemble un petit peu plus facilement. Et donc je disais c'est les grands maîtres qui le font en effet parce que ça demande à la fois de savoir anticiper quelle technique est nécessaire pour quelle partie, anticiper tes zones de blanc et mélanger tes couleurs comme je le disais rapidement pour pouvoir interagir avec ce qui se passe sur ta feuille au fur et à mesure que tu le constates. Nous on fait partir un cycle de l'eau au fur et à mesure pour chaque zone. L'avantage de cette technique c'est que ça te permet de mieux contrôler ce qui se passe sur ta feuille et de contrôler chaque petit cycle de l'eau. Ça te demande moins d'efforts en tant que débutant. L'inconvénient, c'est que ça peut faire un petit peu effet papier découpé, tu vois, un fond qui se détache par rapport à l'objet. T'as peut-être souvent ce problème quand tu fais un objet et son fond l'un après l'autre, tu vois qu'il y a quelque chose qui se détache et que ça fait pas très naturel. C'est parce que tu as traité par zone au lieu de faire la technique du on traite tout en même temps et le fond est unifié, uniforme, ce qui fait que les éléments sont liés les uns aux autres et qu'on n'a pas d'effet papier découpé. Ici, on a quand même le sujet idéal pour le faire, alors on va en profiter. Parce que tu as une cascade qui coupe clairement le paysage en deux parties, gauche et droite, et que tu as les rochers qui sont des éléments très coupants, avec des faces bien nettes. Avant que j'oublie, je suis sur un papier agave, le papier qu'on a testé sur la vidéo de la semaine précédente. Le papier de la marque Annemule, que j'avais beaucoup aimé et tu vois à quel point puisque j'en refais un avec. Et on change pas une équipe qui gagne pour le paysage, les pinceaux c'est le kit pour paysage Da Vinci. Pour ce qui est des couleurs, alors faut vraiment pas te traumatiser. Tu vois à quel point mes mélanges de couleurs sont libres. Je me base certes sur la roue des couleurs, donc ça peut te paraître un peu complexe si t'as pas encore étudié le truc et que t'as pas fait plein de mélanges de la sorte. Mais quand même t'embête pas trop. Les détails que tu vois, et que sont des détails que je fais moi, sont des détails que tu peux inventer un peu et c'est pas la peine de coller à la couleur réelle. Disons que moins t'es expert, plus t'es débutant et plus il faut que tu sois cool avec toi sur certains aspects. Il faut que tu te concentres, on va dire, d'abord sur la gestion de l'eau, ce que tu ressens
de la gestion de l'eau, du cycle de l'eau, de sa compréhension, et plus tard sur les couleurs par exemple. Tu peux pas tout faire d'un coup, n'est-ce pas? Sinon tu vas devoir penser à tout en même temps. Et quand je te dis plus on est expert et plus on peint vite et plus on peut tout faire les zones en même temps, c'est pour ça, c'est parce que en fait tu maîtrises les couleurs, tu maîtrises tout, et du coup ça va très vite. Alors que quand tu es débutant, tu te poses plein de questions en même temps. Que tu te penses, ça te ralentit, t'as pas le geste, mais t'as pas non plus certaines peurs qui sont parties. Elles sont encore là, celle de la gestion de l'eau et plein de questions sur le cycle. Bref, t'as compris. Donc, pas de traumatisme avec les couleurs. On veut surtout des valeurs bien différenciées et de la richesse. Le maître mot pour les verts, ça va être de faire une variation entre tes verts avec un peu plus de mélange de jaune et un peu plus de mélange de bleu. Donc il nous faut de tout pour qu'il y ait une variété intéressante dans le sujet. Je suis pour ma part partie d'un oxyde de chrome qui est très pratique bien qu'un peu opaque et le Winsor vert à tendance jaune, auquel je vais ajouter du bleu ou du rouge ou du jaune indépendamment. Plus j'ajoute du rouge, puisque c'est la complémentaire au vert, et plus je vais aller sur un gris. Ce qui est intéressant pour moi parce que ça me permet de relier à la fois la couleur que je mets dans la végétation et la couleur que je mets dans les rochers. Pour les rochers, ma base est plutôt une base de violet, à laquelle je vais alternativement mettre un peu plus de jaune, un peu plus de marron, un peu plus de rouge. Du coup, on devrait aller sur un gris globalement, mais très chaud. Voilà, ça c'est mon ambiance. Et toi, tu peux faire une ambiance avec un gris beaucoup plus béton, beaucoup plus souris. Ça passera aussi très très bien. Moi, je veux de la variété, hein. C'est ça le maître mot. Donc, t'as pas à reprendre mes couleurs. En revanche, il faut de la variété. Et tu crées pas de la variété avec plein de godets différents. Tu crées de la variété avec une base identique que tu vas faire varier en y ajoutant plus ou moins de jaune, plus ou moins de bleu, plus ou moins de rose primaire, c'est-à-dire les 3 couleurs primaires. Donc quand je dis variété, c'est vraiment léger. Et tu fais un petit test. Oui, ma palette à côté, c'est une palette papier, c'est un papier quelconque, le dos d'une aquarelle. Je crois que j'ai l'une de mes rivières que j'avais fait en émule pour le test précédent, que j'ai retourné pour pouvoir m'en servir comme une palette. Souvent, je fais une base que je vais faire varier dans ma palette plastique et je la laisse un peu flotter comme ça pour que ça se mélange un peu tout seul. Je veux pas des mélanges homogènes en général, je veux plutôt des mélanges qui sont riches des couleurs qui les composent. Petit point méthode, j'ai commencé les 2 zones du haut qui sont les 2 zones de végétation dans l'humide parce que je veux des effets de flou très marqués, et les rochers c'est plutôt des flaques qui vont elles-mêmes représenter une zone humide au bout d'un moment, mais des flaques colorées. J'ai pas pré-humidifié comme je l'avais fait sur la végétation. Les rochers, je suis plutôt allée sur sec, disposer une flaque colorée dans laquelle je joue et je rajoute une couleur un peu plus crémeuse. Pour l'eau, on va venir la faire une fois qu'on aura couvert l'ensemble des rochers avec des formes. J'ai quand même fait un dessin très détaillé. Ben oui, et là je me suis vraiment pas embêtée. J'ai décalqué le dessin. C'est quelque chose que je fais assez peu et que je conseille pas de faire aux débutants. Mais autant pour la rivière et pour la cascade, c'était pas utile pour moi de ne pas décalquer, de faire le dessin pendant très longtemps parce que je me concentrais sur l'aquarelle et ce que j'avais à dire sur la technique. Donc au final, je te conseillerais pour celui-là par exemple de pourquoi pas décalquer ou transférer avec une simple feuille de papier que tu retournes. Bon, là je vais faire un peu maîtresse d'école, hein, mes chéris. Mais je te conseille à la fois de ne pas te traumatiser en décalquant, à la fois quand même
bien te raisonner sur le fait de ne pas faire que ça. Parce que tu vas un peu perdre ton dessin au fur et à mesure si tu ne fais que décalquer. Donc on décalque pour pouvoir se concentrer sur ses acquis techniques. Et puis il vaut mieux ne pas décalquer et essayer de dessiner le plus possible dans la vie. Ce que je sais, c'est que souvent ça te traumatise un petit peu quand tu as fait un dessin pendant 1 heure et que tu as peur de le gâcher. Ça crée énormément d'appréhension avant de le commencer, donc autant te libérer de temps à autre sur des pièces importantes que tu as envie de travailler pour acquérir de la technique. Ici, c'est accessible, la cascade. Si tu écoutes bien ce que je vais dire et que tu te concentres, c'est accessible, juré. Il faut bien que tu regardes tout ce que je fais, que tu sois conscient que tu ne vas pas pouvoir tout reproduire pareil, mais que tu vas essayer d'être pareil que moi dans la suggestion de quelque chose et dans l'observation de ce qu'il est en train de se passer sur ta feuille. C'est vraiment l'observation qui va te permettre de mieux comprendre quand tu mets une certaine touche plus ou moins humide sur une zone plus ou moins humide, ce qui se passe. Donc non, tu ne peux pas faire pareil que moi qui fait 20 ans d'aquarelle nananou, mais oui, tu peux arriver à un très 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 beau résultat et même mieux que moi si tu te libères et que tu es très en observation de ce que tu fais et que tu fais attention à tes valeurs. Les formes sont moins importantes que les valeurs de manière générale à l'aquarelle, je trouve. C'est-à-dire que tu vas rendre une zone beaucoup plus foncée qu'une autre tout en restant en transparence. Ça, c'est un skill indispensable. Cette partie-là illustre très très bien ce que je voulais te dire avec l'idée des valeurs et l'idée d'une zone un peu plus humide. Ce qui est important, c'est le blanc que je laisse dans ces zones à des endroits qui ne sont pas nécessairement blancs dans la réalité. Je vais aller chercher mes blancs dans les zones les plus lumineuses du tableau et je vais évaluer au fur et à mesure, quand l'ensemble sera rempli, s'il y a trop de blanc ou pas assez de blanc et comment est-ce que je dois rééquilibrer mes valeurs. Mais j'essaye quand même de conserver un maximum de blanc pour pouvoir avoir des endroits de respiration dans ma peinture. Plus je me rapproche, plus ça doit être détaillé, donc je vais particulièrement travailler cette zone-là, celle des rochers à gauche. Je vais volontairement préparer 2 flaques de couleurs qui sont différentes mais basées sur la même couleur. Donc tu vois un plus un peu ocre et un plus un peu terre de Sienne. Je vais les mélanger et faire qu'ils soient mélangés sur la feuille surtout pour pas qu'il y ait une démarcation trop intense mais qui reste légèrement liquide et du coup qui se fuse tranquillement. Ce que je veux moins qui fuse, c'est le vert. Donc quand je veux que ça fuse moins, qu'est-ce que je fais? Je le pose quand même sur une zone humide et je vais poser quelque chose de moins en eau. J'enlève de l'eau de mon mélange pour que les fusions soient limitées. Et dans la veine, fais ce que je dis, mais parce que je fais, t'as sur le rocher la possibilité de faire comme moi je l'ai fait, c'est-à-dire de jouer avec des mini-zones humides et de mettre des choses plus ou moins humides pour que ça se fuse. Mais disons que ça demande une certaine technique dans le sens où moi je sais que je vais poser quelque chose de liquide sur quelque chose de pâteux et ça va peut-être fuser mais ça va pas embêter trop le pâteux, nanana. Toi, tu peux très bien te dire ok, ça je sais pas faire, je vais passer par la case simplifiée et te dire je vais mettre d'abord l'ocre, ensuite je vais mettre le terre de Sienne, tu mélanges un peu les deux une fois que ce sera sec et après quand c'est sec je vais mettre un peu de marron et je vais finir par le vert. Ça aura un rendu moins en eau, moins fusé, mais qui sera aussi tout à fait agréable à regarder sur ce côté gauche. Ce qu'il faut que tu fasses sur l'ensemble de cette cascade, c'est pas de paniquer. Même moi, et je suis habituée à ça maintenant, il y a des fois où je me dis oh là là, ça va rien rendre. Mais en fait, avec un peu d'expérience, tu sais que en continuant,
en te forçant, éventuellement même en revenant plus tôt le lendemain, t'as un autre regard et tu sais comment continuer. Ou alors ça a pas l'air ouf, cette espèce d'état de milieu là, et en fait à la fin ça rend très bien. Moi je trouve que le rendu final il est chouette, et le rendu intermédiaire il est un peu chelou quoi, il est un peu bizarre. Non, il faut persévérer. T'as vu que je fais pas beaucoup de coupes, je t'explique plus des trucs techniques de fond. C'est important pour moi, je pense que tu vois à peu près où je veux en venir. C'est peint avec moi, t'es pas obligé de tout peindre en même temps, etc. Tu peux passer par d'autres techniques. Je veux vraiment que tu vois et que tu prennes le temps de regarder. Du coup, pour mes élèves du cours l'aquarelle voyage ou l'aquarelle s'amuse, il n'y aura pas de temps réel parce que c'est à peu près la même chose que tu vas avoir. Là, je fais très peu de coupes, ça va être une très longue vidéo, mais de temps en temps, écoute, j'en mets pour le gratuit avec les commentaires en bonus pour tout le monde, comme ça tout le monde est content. Ah, on passe à la cascade. Oui, elle n'est pas nécessairement complètement bleue, l'eau toujours, mais là sur l'image c'est assez bleuté, la partie qui est dans l'ombre, donc je me suis pas gênée, j'ai repris la même teinte. Et c'est pas une cascade du Monténégro ou autre chose, c'est une image IA. Tu l'as sûrement déjà vu si tu as vu dans mes posts ce que j'ai publié pour te préparer au dessin. Bah écoute, c'est quelque chose que j'ai généré et qui était pas trop mal, j'ai juste tapé cascade au soleil. Ce que je fais pour cette cascade, c'est donc je vais utiliser là du bleu céruléen quasi pur que je vais diluer pas mal. Il y a 2-3 trucs qu'il y a sur ma palette qui me servent de mélanger et casser un peu le bleu céruléen, mais globalement c'en est presque pur. Et je fais un fond très dilué dans lequel je vais mettre des petites touches de bleu céruléen plutôt vers le bas de la cascade. Je veux que le haut reste lumineux et je vais recouvrir le tout d'un grisé à la fin pour que ce soit dans l'ombre, mais les points de lumière je les garde avant de recouvrir de ce glacis, de cette dernière couche sur sec. Donc je vais pas le faire tout de suite, j'attends que ça sèche naturellement et je switch de zone en zone comme je t'ai expliqué. Là, on se fait la mousse. La mousse, je suis partie sur un jaune Winsor normal, habituel pour moi, que je vais disposer quasi pur. Par-dessus, je me gêne pas si ça dépasse sur la couche de l'arrière. Au contraire, ça fera cette sorte de liaison dont je t'ai parlé tout à l'heure qui n'existe pas toujours quand tu fais zone par zone, et ça contribuera à mélanger un peu et donner moins d'aspect découpé à la chose. Du coup ça fait partie des petites astuces. Je vais passer un petit pinceau pour donner le sentiment d'une herbe et d'une mousse en faisant beaucoup plus de petits détails. Alors, c'est pas obligatoire de rester près de la photo quand tu fais ça, on veut juste suggérer et donner la sensation que c'est de la mousse. Donc ce jaune qui est encore bien humide, qui va me servir, cette humidité, pour être fondu dans le verre du dessous. Il est très puissant et il me sert à tirer un peu des petites pointes d'herbe. Mais il faut qu'il reste très vénère, on aurait dit les jeunes, très présent, très violent, parce que c'est très joli cet aspect de lumière et de soleil que tu vois. J'avais enlevé l'eau, je m'étais servi de l'eau pour faire l'effet soleil là. J'avais fait le truc dans le mouillé et j'avais dans le mouillé tout de suite enlevé les rayons de soleil avec un pinceau propre en frottant dessus, et ça m'avait fait les rayons de soleil. Ça aide que ces rayons de soleil viennent sur la mousse et que la mousse soit bien impactante, comme ça c'est joli. Mais on fait pas trop de détails plus que ça sinon. En fait, ce qui me permet ce petit pinceau, c'est surtout de ne pas transporter trop d'eau. Ça permet de garder du jaune dans le game. Si je vais maintenant dans le liquide mettre du vert liquide, ça va fuser et ça va faire 2 flaques qui se mélangent. Là je veux dans
un truc jaune flagrant là, que je vais d'ailleurs tapoter à la fin parce qu'il est très liquide encore, donc je peux. Je veux que ce liquide il fuse doucement avec du vert un peu plus pâteux. Ce qui nous rappelle la règle, le pâteux reste en place dans du liquide, ça ne s'en va pas, faut pas avoir peur. Et je me sers de ce que j'ai, comme d'habitude, j'ai des trucs à disposition sur ma palette papier, sur ma palette. Je vois que j'ai un reste, un fond de vert jaune, je vais aller jouer avec pour suggérer des trucs dans le sec sur les rochers à côté. C'est là que tu vois que dans une aquarelle, il y a à la fois un côté spontané et un côté préparé. Ce qu'il faut que tu prépares, c'est savoir où est-ce que tu vas mettre tes blancs globalement et globalement l'ordre dans lequel tu vas traiter tes zones. Ça vient avec l'habitude. Tu as l'exemple de comment j'ai fait moi et dans quel ordre j'ai fait. Donc ça c'est bien, ça te permet de t'enlever un souci. Mais c'est vrai que ça vient avec l'habitude quand même, donc voilà, faut réfléchir beaucoup à ça avant que ça devienne automatique. Et si je finis pas une zone, c'est aussi pour ça, c'est parce que je profite de trucs que j'ai sur ma palette, je constate que le jaune va aller bien nanana, et c'est bien d'harmoniser chaque zone en faisant des rappels de couleurs. C'est comme quand tu t'habilles. Quand tu mets une jupe avec des motifs rouges, c'est bien d'avoir un petit rappel de rouge quelque part, ça fait... Disons classiquement, hein, on va pas discuter de mode 107 ans, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Quand il y a un petit rappel de rouge par ailleurs, c'est pas mal. T'as un ruban rouge et même si il n'y a rien dans le haut de rouge, le fait d'avoir un rappel, t'as compris. Ah, tu vois, dans le rocher rouge, un autre moyen de faire de la texture. Ce que je vous dis en général, c'est d'éviter l'effet mascara, c'est-à-dire avec un trop petit pinceau. Vous peignez toujours avec trop petit. Je sais bien pourquoi, hein, parce que... non mais t'as peur, je comprends, t'as peur de l'eau, tout ça, non, c'est dur à maîtriser tout ça. Mais ce que ça fait, l'incidence que ça a, c'est que quand t'as un pinceau trop petit, ça fait des traces. Ben oui, là, typiquement, on va s'en servir. Une fois qu'on aura les grosses zones de placer sur les rochers, on va aller recouvrir une partie à chaque fois avec une autre couleur ou une autre nuance et s'en servir pour que ce soit vraiment très profond et très en matière ce qu'on a fait. Sinon ça fait des gros aplats, ce qui est très valable, hein. Les aplats peuvent suggérer un ensemble de cailloux, ça fait moderne, c'est très sympa. Là c'est pas ce qu'on cherche à faire, on essaie de suggérer quelque chose d'existant et de réel. Donc si on veut donner du corps, ben tu peux là justement forcer l'effet mascara, t'en servir. T'as vu encore, c'est la vidéo d'effet ce que je dis et pas ce que je fais. Enfin, tu vois. Ok, donc voilà, première façon de faire de la texture sur les rochers, c'était de frotter son pinceau en laissant une trace sur sec. Ça laisse entrevoir la trame du papier, très bien, ça fait rocher. Tu peux le faire partout, ça marche très très bien, tu peux t'en servir sur la moitié de ce truc, hein, quasiment. Je l'ai pas fait quand même, c'est un style. Mais certains de temps à autre c'est bien. Et la deuxième façon c'est de faire cet effet mascara mais exprès cette fois-ci. C'est-à-dire travailler avec un petit pinceau une zone avec une même couleur mais ça va naturellement laisser des traces. Ok, on revient à la méthode de fond. Au début je t'ai dit on travaille par zone. J'ai fait le mouillé sur mouillé en haut. J'ai enlevé le soleil, là, les rayons de soleil dans l'humide. Tout de suite, si tu le fais pas tout de suite, tu peux le faire sur sec selon ton pinceau, ton papier, pardon. Les rochers sont d'une couleur très variable avec plein de successions de glacis, de couleurs qui vont donner du corps au truc, tout transparent, très bien. À chaque fois sur sec, ça passe très bien, t'embête pas à contrôler dans le mouillé, c'est pour ça hein, que c'est quelque chose d'assez accessible. On peut le faire de plein de manières, ce qui compte c'est le résultat, te traumatise pas, et ce qui compte c'est surtout d'avancer. Donc voilà.
Et ensuite, étape suivante, là je suis en train de renforcer les valeurs. Pourquoi je fais ça? Ça suffit pas en fait, cette richesse de couleurs, c'est la base. La richesse vient en premier et par-dessus, tu vas quand même suggérer les volumes. Là, on a une partie qui était déjà là pour suggérer les volumes, c'est le blanc. On veut du foncé. Des fois, dans tes photos ou tes modèles, t'as pas assez de contraste, tu le vois pas ce truc-là. Tu vois pas qu'il y a une valeur intermédiaire et deux valeurs fortes à l'extrémité, très claires et très foncées. Il nous faut ça, c'est le minimum vital pour que ton image globale soit interprétable par l'œil agréablement. Si j'ai sur un ensemble un aplat de valeurs, de couleurs, uniquement des couleurs variées, mais de la même valeur ou dans les mêmes en moyenne à peu près de la même valeur, c'est-à-dire tout moyen, pas un gros truc bien franc qui ressort, je vais pas avoir mon œil qui va interpréter facilement la forme et ça va faire un aplat tout doux et agréable à l'œil pour certains, mais peu interprétable et finalement du coup sans force. Ce ne sont pas les formes mais les valeurs qui vont guider l'œil le plus. C'est ce que notre œil est capable de voir en premier avant les couleurs. Pense comme un daltonien. Ben oui, ils sont combien? 10% au moins de la population. Il faut que tu les aides à voir ton tableau. Ben, ça va aider tout le monde en réalité, je t'assure. Voici enfin le moment du glacis grisé sur la cascade du haut. Je vais me servir de ce même gris pour faire un glacis et donc que ce soit beaucoup plus foncé en haut et à la fois que ça évoque l'eau en bas. Donc je commence par en haut, je grise le tout. T'as vu, j'y suis allée franco, hein. J'ai pas pris de gants là, j'ai tout glacé direct. Oui, il faut avoir confiance en son papier, mais c'est ça un glacis, hein. C'est un truc transparent par-dessus qui va donner une atmosphère à l'ensemble de ton tableau ou donner une autre teinte à un objet en particulier. La méthode pour l'eau, c'est assez pareil, abordable si tu regardes bien ce que je fais. J'ai d'abord pris ce gris hyper clair que j'ai posé dans l'eau, dans le sens de l'eau. Si ça va tout droit, je vais tout droit un moment, donc un tout petit peu de notion de perspective, mais bon, tu t'en sors, c'est pas très grave, ça accueille très bien les petites fautes, ce genre de motif. Je finis, parce que je sais que je vais avoir de la mousse en bas, sur sec, à juste pas m'arrêter exactement comme une frange bien nette, mais un peu en bordel, tu vois, en dessous. Ça nous fera la mousse. Et mes coups de pinceau sont très secs, très nets, du bas vers le haut, de l'endroit où je veux aller à en bas, très net. Et par-dessus, je reviens en refaire des légèrement plus foncés. C'est pas là que tu dois mettre du contraste. On veut juste créer quand même de la matière. Le bas vers le haut du début, c'est vraiment deux trucs très clairs. Dans le deuxième est à peine moins clair. Et c'était liquide les deux, donc ça fuse tranquillement. On veut surtout du foncé vers le bas. Et ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, je vais aller renforcer le bas de chaque partie de la cascade avec un grisé encore légèrement plus foncé, ce qui va rendre l'endroit où se trouvent les rochers et qui va donner cet effet de transparence. Donc pareil, des petits coups de pinceau, un petit pinceau, prends le plus petit et le plus fin que tu aimes. Moi c'est Isabelle, donc j'ai confiance, je pense que c'est ça. Je te mettrai dans la description de la vidéo. Et tu fais de plus en plus foncé au fur et à mesure que tu arrives près des rochers sur le côté ou le centre. Comme ça, tu vois, alors je m'exprime un peu quand même parce qu'il faut que ce soit clair pour tout le monde.
plus foncé, ça veut dire tu prends pas du noir, hein, ça flotte toujours dans l'eau, mais soit tu mets la même couleur et tu la remets par-dessus, et le fait que tu mettes la même couleur par-dessus va foncer nécessairement la couleur, soit tu fonces légèrement, on n'est pas sur de l'opaque. Foncer, ça veut dire mettre plus de pigments dans l'eau, et dans la même quantité d'eau, quand tu as plus de pigments, ça peut rester transparent et liquide, c'est plus foncé. Ces petits coups de pinceau de bas en haut sont essentiels à la réalisation de cette cascade. C'est assez clé. Autant si tu colles le nez de traviole d'un rocher, il va pas t'agresser. Autant là pour la cascade, franchement, essaie d'être assez attentif à ces petits coups de pinceau. Ça va devenir et prendre recul, regarde ce que ça donne. Tu vois qu'ils sont plus foncés ceux sur le côté parce que juste j'ai l'impression que ça fait un peu se fondre la cascade avec les rochers sur le côté et que ça évite ce genre papier découpé et que ça fait comme s'il y avait moins d'eau qui s'éparpillait sur le côté mais qu'il y en avait un petit peu. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai quand même fait sur le côté. C'est pas un effet d'ombre ou quoi, donc fais attention à ça. Faut pas que ça fasse ombre non plus. Mais la cascade, elle s'ouvre par endroits. Tu le vois sur le dessin d'origine. C'est comme des... Je vais reprendre la métaphore de la frange là. C'est comme, là cette fois pas une frange, mais des cheveux qui s'ouvrent de chaque côté. Tu vois, pareil pour l'eau. Évidemment, en dessous, qu'est-ce qu'on voit? Le rocher sur lequel est la cascade. Donc là, tu vas pouvoir aller le suggérer à 2-3 endroits. Et tu le fais comme sur la photo ou ailleurs, suivant comme tu es confortable et comment tu as réussi le truc. Ça m'a pris quand même pas mal de temps, donc j'accélère un petit peu une fois que tu as vu le principe, on devrait s'en sortir. En revanche, il faut que tu fasses attention à toujours laisser le blanc en haut et faire quand même un petit peu plus foncé en bas, histoire de faire comprendre qu'il y a soit de la mousse, soit un éclat de lumière. Voilà, c'est tout. Et que ce soit pas trop régulier, quoi. Hein. Si tu as mis du gris très clair sur l'ensemble et que tu repasses avec le foncé, essaye de pas en mettre partout pareil, quoi. Après ce long travail de piqué, où j'ai fait à peine comme ça 2-3 effets pour le rocher sur sec avec mon doigt, je prends ce qui est liquide et je le repousse avec le doigt en frottant. Je l'ai fait sur certains rochers et je l'ai fait aussi sur un rocher au centre de la cascade. Après tout ce travail de piquer avec mon petit pinceau, qui est plus chiant et long que difficile, hein, quand même, une fois que tu as pris le coup. Le truc intéressant, c'est ce qu'on va essayer de faire pour l'ombre. Je vais remettre un coup de glacis un peu plus grisé bleuté. Tu fais comme tu veux, hein. Toi tu as le droit d'avoir une dominante bleue si tu veux, c'est important. Sur le côté droit pour bien signifier encore l'ambiance lumineuse. C'est l'ombre et la lumière ensemble qui font le tableau, ça n'est pas juste la lumière et juste le reste, c'est l'ombre et la lumière qui vont créer l'intérêt du truc. Et quelquefois l'ombre elle est très nette, t'as pas besoin d'avoir toujours un truc bien dégradé, nickel et tout. Non, des fois tu peux avoir quelque chose de méga net comme ça qui existe dans la nature. Donc notre cerveau est habitué à le voir, on le fait aussi, ça passe. De toute façon, au pire, si ça passe pas et que tu vois que c'est vraiment trop net cette coupure, tu peux toujours le corrigouiller un petit peu si t'as pas été tout de suite dans quelque chose de très foncé. On commence donc à ombrifier le côté de la cascade droit. Je vais en faire plusieurs passages et je vais également suggérer la mousse du bas et les mouvements de l'eau du bas. J'ai laissé des endroits où ça devait être blanc comme pour la cascade.
je vais créer un peu de mouvement en créant sur sec des formes qui ressemblent à des formes d'eau. Et je vais faire ça. Je vais prendre un gris bleuté et je vais recouvrir sans trop de ménagement ces endroits qui devaient être blancs théoriquement mais qui sont dans l'ombre. Donc je les recouvre et on voit très bien à travers les formes de l'eau parce que je reste transparente. Et oui, je sais que c'est dur de rester transparent. Alors, c'est dur de rester transparent, surtout avec des mauvaises aquarelles ou des aquarelles qui n'ont pas le broyage aussi fin que des aquarelles extra fines. Je bosse là avec mes Winsor & Newton, c'est mes habituels, je les connais très bien donc ça m'aide. De les connaître, il y a un comportement que je peux prédire quand tu connais tes couleurs. Si tu as 40 000 couleurs, 48 godets, tu te souviens plus de laquelle est laquelle, de comment tu prévois et tout. Tu me dis, ah oui, mais c'est plus facile pour atteindre une couleur et qu'elle ait l'air réelle. Bah oui, mais je défends ce fait très très fort que moins t'en as, mieux c'est au début parce que tu vas vraiment bien connaître et comprendre tes mélanges et tu vas pouvoir en rajouter au fur et à mesure, mais ça prend du temps, ça quand même. Ah oui, là, je m'arrête de parler de ça parce que pendant ce temps, je me rends compte que j'en suis au rouge. Là, tu peux mettre du vert, tu peux mettre du bleu, tu mets ce que tu veux, mais je suis encore dans l'humide et c'est quand même un tout petit peu mieux de faire deux phases. Une phase dans l'humide pour poser la couleur la plus foncée en premier, quitte à la faire comme moi ici, varier légèrement. Je pose du orange / terre de sienne et un mélange avec du rouge. J'avais envie plus moi d'Amazonie là-dessus que d'un truc genre paradis. Je voulais de la vraie eau, un peu pas boueuse, hein, mais tu vois, des fois c'est la vraie eau de nature, quoi. Donc, je suis allée avec cette nuance, mais tu peux aller avec une autre. Essaye, hein. De toute façon, qu'est-ce qu'on risque? Pas grand-chose. Là, en plus, on a décalqué, donc on est peinard. Si toi, tu t'es entraîné et que tu as vraiment peur, c'est qu'il y a un petit souci. Il faut que tu te lâches dans ce que tu es capable de faire. C'est pas grave si tu n'es pas capable de faire tout. Ce qui compte, c'est d'avancer. En tout cas, cette cascade, elle est réalisable pour plein de monde. Peut-être pas exactement celle que j'ai faite, comme j'ai faite, mais je te jure qu'on peut y aller. À partir de maintenant, cet instant précisément, il va nous rester 2 phases, et donc plus qu'une seule phase critique en peinture, la phase de renforcement des valeurs, et ensuite une phasouille de détaillouille. Moi, j'avoue, j'arrive pas à faire tous ces petits détails et vraiment à la fin, je renforce les valeurs. J'aime bien me faire de plus en plus de détails. Peut-être les détails, ça m'embête. Du coup, je les fais pas tout d'un coup, mais je les fais au fur et à mesure. Ça, c'est très possible, ça correspond à ma personnalité. Peut-être que la prise de recul me fait voir qu'il y en a besoin d'autres. Voilà. Ben, pareil pour les valeurs. J'ai déjà fait une phase de renforcement de valeurs. J'en refais une autre parce que ça sèche et que ça éclaircit et que j'ai le résultat vraiment final que à la fin. Et là on y va franco les amis. Alors là on en met plein la gueule là. La cascade elle est bien foncée là sur ce coup là. Je te dis toujours utilise pas de noir et dans la rivière et la cascade j'en ai quand même utilisé. C'est pas du noir pur, c'est du noir que je fabrique comme d'habitude. Mais j'en ai utilisé pour être vraiment très marquante point de vue valeur. Donc on est sur une base de marron avec un peu de bleu qui se rapproche de mon fond initial quand même, de mes valeurs moyennes, parce que tout simplement c'est les mêmes couleurs que j'utilise pour fabriquer mon noir et pour faire le reste. Mais je tiens à ce qu'il y ait des endroits qui soient beaucoup plus marqués pour faire ressortir. Tu vois là le rocher qui payait pas de mine et qui ne se détachait de rien, pas du fond, etc. En bas, le plus gros des
rocher en bas à droite, bah il se détache maintenant parce que j'ai mis du trait foncé juste à son bord. Donc allez, on va mettre du noir un peu partout, on renforce. Là je fais un petit peu moins attention à rester transparente parce que je sais que c'est ma dernière phase de renforcement. Voilà, ça donne ça. Une fois que ça commence à sécher, tu vois que ça reste plus renforcé que ça l'était avant. Ça me convient bien et je vais pas remettre de zone plus foncée à ce stade. Je vais juste attaquer les détails comme je te l'ai dit. Et là, je suis très contente d'avoir le pinceau traceur parce que ça me permet de suggérer 2-3 petites touffes d'herbe, surtout sur le devant, qui vont faire plus naturel et qui vont pas attirer l'œil mais juste redonner encore plus de vraisemblance à mes rochers et au fait qu'on soit dans un environnement naturel. Donc tu vois, si tu compares le bas et le haut, j'ai de la végétation très suggérée en haut, une mousse qui est suggérée mais plus que les arbres, et en devant avec des petites feuilles carrément qui se détachent du reste, donc encore beaucoup plus suggérées. Le reste un peu plus loin, c'est des taches ou des brins d'herbe mais qui vont être plus courts. Et comme la semaine dernière, pour finir, je termine avec des marques blanches faites au stylo blanc. Ne m'embête pas, c'est de l'encre gel Sakura en 08. Je viens repasser sur les petites zones qui sont légèrement grisées pour mettre quelques petits éclats en haut, même si on n'a pas sur la photo. Et surtout en bas, au niveau de la zone la plus foncée, c'est ce qui va faire le plus joli et imiter le plus l'eau. Ça accompagne. Voilà, j'espère que tu auras trouvé ça chouette. Et surtout que tu vas bien te rappeler d'être sympa avec toi-même quand tu réalises ceci. Tu vas pas faire exactement ce que j'ai fait parce que c'est plein de touches qu'il faut reproduire. Tu vas plutôt chercher à obtenir une atmosphère et à être finalement contente de toi. La semaine prochaine, c'est le bateau et les reflets. Merci pour vos likes et encouragements. Bisous les abonnés.